Bonjour et bienvenue à cette nouvelle réunion de Chantier de France. Nous nous intéressons ce matin aux travaux urbains et aux matériels qui sont déployés dans ce contexte de travail. Nous vous proposons 2 tables rondes. La première réunissant des entreprises réalisant les travaux, donc utilisateurs finaux de ces matériels. La seconde permettant aux loueurs de montrer et de nous expliquer leur rôle dans la mise en œuvre de matériel décarboné dans ce contexte-là. Avec nous ce matin, Anthony Flandin, Bonjour Noël. Directeur matériel de Sogea Environnement, bienvenue. Dimitri Romignano, bonjour, directeur matériel de Terre Idéal. Bonjour Jean-Noël. Fabien Bordas, adjoint au directeur matériel de la SAD. Bonjour. Bienvenue Fabien. Et Olivier Boursion, directeur commercial Kubota TP France. Donc on l'aura compris, vous n'êtes pas une entreprise de travaux publics, mais un fournisseur de matériel. Bienvenue à tous. Une petite question à tous. Comment vous appréhendez la période 15 juin, 15 septembre en région parisienne? Anthony? Cette période va être difficile parce que Paris sera verrouillé, donc il va falloir être agile et puis occuper le territoire hors de Paris. Et voilà. En termes d'activité, il y aura forcément un impact. Ouais, mais on fera du report à l'extérieur de Paris. D'accord. Dimitri? Pour nous, c'est la même chose. On a une forte proximité avec Paris. On a fait le choix de fermer 2 agences avec la plus grande proximité du Stade de France notamment. Et on va aviser pendant cette période, donc en effet, à aller travailler un petit peu plus à l'extérieur de l'Île-de-France. Donc redéployer un petit peu les équipes. Tout à fait. En province, même si d'autres métropoles sont aussi concernées, dans des moindres mesures, mais quand même affectées. Et vous? Comme l'ont dit Anthony et Dimitri, on sera dans le même cas. Oui. Effectivement, on va se réorienter sur l'extérieur de Paris et éviter les sites autour les sites olympiques et travailler avec nos équipes autour des autres villes. D'accord. Voilà. Les chantiers urbains chez vous, Anthony, c'est à peu près la moitié de votre activité? Oui, on peut dire ça. Effectivement, il y a de forts enjeux en ce moment, que ce soit les réseaux de chaleur qui sont en train de bondir ou le renforcement du réseau d'eau potable ou de l'assainissement. C'est vrai qu'il y a énormément de travaux en urbain. Après c'est deux métiers complètement différents entre les travaux en urbain et les travaux périurbains. Parce que le contexte n'est pas le même, donc les machines ne sont pas forcément les mêmes pour travailler dans ce milieu difficile. Donc ça complexifie votre tâche, notamment quand il faut investir et quand il faut déployer ces matériels sur tel ou tel type de chantier. Tout à fait. Dimitri, vous l'avez évoqué, vous êtes très présent dans Paris. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière, des contraintes spécifiques à la capitale quand vous devez intervenir? On tâche d'avoir les matériels les plus propres possibles, puisque c'est ce qui est demandé par le donneur d'ordre. Il est difficile parfois de pouvoir y répondre quant aux solutions techniques. Elles n'existent pas pour tout type de machine. Donc on tâche de pouvoir décarboner au mieux avec des énergies alternatives, parce qu'il n'y a pas que l'électrification pour décarboner. On n'a pas encore prononcé ce mot-là, mais vous le faites, c'est très bien. Fabien, les travaux urbains à la SAD, c'est aussi beaucoup de travaux d'astreinte. Comment vous vous organisez pour intervenir, donc, par définition en urgence, dans ce milieu urbain qui ne vous est pas libéré parce que vous devez intervenir? Les travaux d'astreinte, c'est beaucoup de contraintes effectivement, mais aussi beaucoup de facilité, puisqu'il y a un peu moins d'organisation pour bloquer les routes ou autres, ce qui nous permet en fait d'intervenir rapidement. Par contre, pour la partie matérielle, effectivement, il faut prévoir un certain nombre de matériel en fonction des interventions, et aussi du matériel polyvalent, puisque quand on intervient sur fuite, par exemple, on ne sait pas sur quel type de fuite on est, où est enterré le réseau, quelle profondeur, etc. Même si on a une idée au départ, il faut adapter en fait nos équipes en fonction de tout ça. Et faire face à beaucoup d'aléas, d'inconnus que vous découvrez une fois que vous êtes sur le site. J'imagine que vous avez tous défini un package type
pour intervenir, un fourgon, une mini-pelle, un groupe électrogène. Oui, Qu'est-ce que vous oui. rajoutez? Plaque vibrante, pilonneuse, Oui. des outils de découpe électrique. Tout à fait. Voilà, il y a toute une panoplie d'outillages pour parer à tous les sujets qu'on pourrait rencontrer. Ouais. Dimitri, vous ajoutez des choses en particulier ou... Alors ça peut être large parce que du coup on peut avoir nous des astreintes sur un certain nombre de métiers. Donc c'est vrai que ça peut être totalement différent. Là, je rebondis sur ce que disait Fabien. La difficulté c'est de réussir à avoir ce matériel disponible parce que on n'arrive pas à prévoir les interventions malheureusement. Et c'est un point qui est difficile matériellement parlant à gérer. Alors nous, en complément, je dirais qu'on a remplacé le groupe électrogène par des power packs ou des batteries en fait. Mais sinon, on a exactement les mêmes choses. D'accord. En pareil avec Minipel, BRH, voilà. Donc, le sujet électrique arrive rapidement. C'est à la demande de vos donneurs d'ordre, voire contractuellement, que vous les avez remplacés, ou c'est une initiative de l'entreprise? Alors c'est une initiative de l'entreprise, parce que nous, on est sur la partie décarbonation, d'une part. D'autre part, c'est un confort pour nos utilisateurs. On parlait de l'outillage tout à l'heure électrique. Donc, Oui. tout ça, ça fait que on a des outillages sur batterie, filaire, il faut les recharger. Donc ces power packs embarqués remplacent le groupe électrogène. Ça sert aussi dans nos bases vie, par exemple, pour l'alimentation quand ils sont en train de manger. Ça, c'est un point énorme par rapport à notre personnel et aussi par rapport aux riverains, parce qu'effectivement, un groupe électrogène à 3 h du matin qui se met en marche, Ça pas forcément bien perçu. effectivement. D'accord. Et c'est quelque chose qui est en cours de déploiement. Vous êtes à quel stade? Je dirais que nous avons à peu près 30 à 40% de nos équipes qui sont équipées de ces power packs et on continue le déploiement. D'accord. Et vous pensez être arrivé à la fin de ce déploiement à quel horizon? Je pense qu'en fonction de nos renouvellements, etc., je pense pour fin 2026, voire peut-être début 2026. D'accord. Donc relativement court terme. Oui. Quelle sera la prochaine gamme ou typologie de matériel à être convertie dans cette logique? En fait, c'est nos. Donc, après, c'est Powerpack. Après, on passera à la mini-pelle électrique partout, je pense, et d'autres matériels électriques si nos constructeurs, effectivement, nous suivent. D'accord. Ce sont des chantiers qu'on ne peut pas envisager sans une mini-pelle. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on est un peu tous sur les mêmes alignements. Le petit matériel électrique, les power packs, on met des panneaux solaires sur nos bases vie. On va vers les LEC par le segment le plus simple, le plus petit, et on monte crescendo. Aujourd'hui, on a acheté quelques mini-pelles électriques. Faut s'organiser pour les recharger. Le sujet, il n'est pas tant technique ou constructeur de matériel. Ils y arrivent très bien. Les machines marchent aussi bien que les traditionnelles. Le vrai sujet, il est organisationnel. Aujourd'hui, cette semaine, on essaye deux machines de 10 tonnes électriques sur nos chantiers. Elles marchent très bien, mais il faut les recharger. Et le sujet, il est dans la recharge. C'est là, pour vous, actuellement, le point de blocage? Oui, c'est un point de blocage, c'est un point de difficulté. Oui. En fait, si on se donne les moyens de chercher les bonnes solutions de recharge, être en amont du chantier en disant comment je vais m'organiser pour la recharger, on y arrive. Oui. Mais ça demande... On n'est pas toujours dans cette configuration. Ouais, ça demande des efforts importants. Cette phase de préparation qui est indispensable à tout chantier est souvent réduite à sa plus simple expression et on travaille un petit peu dans l'urgence. Chez Teridel, vous en êtes où, vous, dans le déploiement de ce type de matériel? Alors, on a déployé de manière assez simple tout ce qui va concerner l'électroportatif. Aujourd'hui, on a une part de matériel espace vert qui est importante dans l'entreprise. On a électrifié 35% de notre parc de machines, 10 petits moteurs, donc des taille-haiettes, des débroussailleuses, des souffleurs. Ça, c'est des choses qui sont assez faciles à faire. Monter en gamme est possible, en effet, il y a des solutions. Je rejoins ce qui a été dit avant, c'est la difficulté pour pouvoir les recharger. La difficulté pour obtenir des points d'alimentation sur nos chantiers. Aussi bien par des fois le client, mais aussi par les partenaires, les fournisseurs d'énergie. C'est
une difficulté à obtenir un branchement aujourd'hui, ça se fait pas facilement. Et de par ce fait, c'est un petit frein, quelque part, au déploiement. Il y a des alternatives, comme je le disais aussi, à l'électricité. D'autres énergies ont vu le jour dans le monde automobile et du poids lourd aussi. Nous, on a fait le choix de mettre une énergie alternative sur les poids lourds qui est l'éthanol. C'est une énergie qui nous permet d'avoir une vignette critère 1 et qui peut équiper des camions jusqu'à 32 tonnes. Et qui vous permet accessoirement d'accéder à la ville de Paris. Sans difficulté, tout à fait. D'accord. Olivier, bonne nouvelle, la mini-pelle reste incontournable. Kubota est spécialiste du matériel compact, donc le chantier urbain, c'est son jardin. Cependant, il y a quand même ce sujet électrique qui arrive. Comment vous appréhendez cette évolution des motorisations chez Kubota ? Alors c'est vrai que chez Kubota, on prend le temps de répondre à la question, on prend le temps de réfléchir à la question. Ça a bien été évoqué par vos invités, Jean-Noël. Alors il y a plusieurs manières d'appréhender le sujet. Alors déjà, juste pour refaire un constat, les machines sont propres aujourd'hui, puisqu'elles respectent les normes environnementales, etc. Donc les machines sont toutes les motorisations pas décarbonées, mais en tout cas les machines aujourd'hui respectent les lois environnementales en vigueur, donc c'est quand même important de le rappeler. On est sur des machines plus petites, avec des moteurs avec des volumétries plus faibles, donc des émissions, etc. plus petites. La norme pour les moteurs, c'est 19 kW avant de passer avec un filtre à particules. Donc voilà, on est quand même sur des motorisations plus faibles, qui émettent moins. Après, alors nous, comme constructeurs, on est évidemment très regardant de ce sujet. C'est aussi nos clients qui nous font évoluer, et ça a été bien dit autour de cette table. Donc on s'adapte petit à petit. Parce que ce qui est difficile pour nous, c'est d'essayer d'appréhender le marché, de comment les choses vont se passer. Alors, Fabien nous a donné un éclairage, 2026. Voilà, on voit que les choses commencent à se structurer, et on voit que la voie est en train de se tracer. Voilà, donc on y réfléchit. Aujourd'hui, on travaille sur des machines électriques. Alors, je pense qu'il n'y aura pas qu'une solution, il y aura des solutions. On parlait de l'hydrogène tout à l'heure, on parlait de plein de choses. L'électrique n'est pas forcément, à notre sens, la seule solution. Mais c'est sûr qu'elle est présente en ce moment, et c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur le sujet électrique. Donc on y travaille, on a commencé... alors on a plutôt fait le choix de passer sur des solutions où on a rétrofité des machines. Pourquoi on a rétrofité des machines ? Parce que ça nous permet d'avoir une solution plus rapide tout de suite. Ça nous permet d'avoir une solution financière plus adéquate pour nos clients. Et parallèlement à ça, on continue de travailler sur la création d'une gamme complètement électrique. Alors on a déjà des machines complètement électriques qui travaillent dans le nord de l'Europe, qu'on est en train de tester. Pourquoi le nord de l'Europe ? Parce qu'on a des conditions climatiques qui font que on veut tester un peu les batteries, parce que les batteries étaient le sujet, et l'autonomie et la recharge, c'est le sujet. Donc dans des conditions très sévères. Voilà, et c'est pour ça qu'on a plutôt fait ce choix-là, et on y vient petit à petit. Et voilà, donc d'abord le rétrofit, ça permet de tester, de lancer, et puis de tester surtout aussi l'autonomie et la recharge. Et puis parallèlement à ça, on travaille sur des solutions totalement électriques. Toutes les mini-pelles ne se prêteront pas au rétrofit. Quel est le profil idéal d'une mini-pelle à rétrofiter ? Alors aujourd'hui, ça a été dit par Anthony tout à l'heure, on est plutôt sur les petites machines. Pourquoi ? Parce que j'ai plus le chiffre exact, mais une très grande majorité de nos chantiers aujourd'hui sont des chantiers urbains. Donc c'est plutôt les petites machines qu'on va retrouver, même si on a des machines, on va dire, de 1 tonne à 14 tonnes en ville aujourd'hui, mais c'est plutôt les petites. Donc les petites, c'est plutôt 2 tonnes, 2 tonnes 5, 3 tonnes. Donc c'est plutôt ce profil-là qu'on cherche qu'on électrifie dans un premier temps. Et puis après, je pense que par effet ricochet, les machines plus grosses seront tôt ou tard électrifiées, mais pour le moment, on a moins de demandes sur des tonnages 6 tonnes, 8 tonnes, 10 tonnes, même s'il y a des tests qui se font, mais c'est plutôt les petites pour le moment. Cette solution ne vous séduit pas particulièrement ? Moi, je considère que le rétrofit sur des machines qui ont une durée de vie de 6 à 8 ans est complexe à mettre en œuvre. Oui. Coûtera plutôt plus cher à l'utilisateur au final. Moi, je suis plutôt
je préfère attendre 2 ans que la solution usine existe et renouveler mon parc comme ceci que de lancer des rétrofits sur ces engins qui ne durent pas très longtemps dans le temps. D'accord. Pour situer les enjeux chez vous, Sogea Environnement, c'est à peu près 300 minipelles en parc. Ouais, un petit peu moins, je dirais Oui. 250. Ouais. Oui, 250. D'accord. Chez vous, Dimitri? Nous, on en a assez peu, étonnamment. On a fait le choix de s'appuyer sur des partenaires de la location, Oui. puisqu'on considère que c'est des matériels qui sont faciles à trouver. Chez Terre Idéale, on fait le choix d'investir ce qui est plutôt spécifique. Du coup, Cœur de métier. exactement. Alors sur tous nos différents métiers, et on a finalement très très peu de matériel TP classique finalement. C'est un choix de gestion d'entreprise et qui me va bien en tant que gestionnaire de matériel pour le coup, puisque ça écarte quelques gestions internes. Vous externalisez la Exactement. problématique de la motorisation. Exactement. Alors ça permet aussi de tester des solutions plutôt que de les investir. C'est aussi intéressant sous cet angle. Voilà ce que je peux vous dire. Chez vous, à la Stade, comment ça se passe dans la mesure où vous aviez une stratégie matérielle définie et que vous avez récemment intégré le groupe NGE qui a un principe très clair, en dessous de 8 tonnes, on n'investit pas, on loue. Comment vous voyez la cohabitation des stratégies? La cohabitation des stratégies, elle se passe bien déjà. Oui. Et effectivement, par rapport à notre cœur de métier, NGE a compris notre cœur de métier qui est plus proche de celui d'Anthony en fait, et ce qui est la 8e corde à l'arc du groupe. Et donc les investissements des Minipel seront toujours d'actualité. D'accord. Après, je rebondissais juste sur ce qu'a dit Dimitri. Effectivement, nous aussi, on a des camions, mais en baissant, donc avec 90% d'émissions de CO2 en moins, si on parle de décarbonation et critère 1 également. Alors, il y a aussi le XTL, mais par exemple, mais qui ne seront pas en critère 1, qui diminue aussi cette carbonation. Par contre, sur nos engins, effectivement, nos anciens engins, on les passe avec le baissant, ce qui diminue, on va dire, l'impact environnemental. Par contre, tous nos matériels ne sont pas capables d'accepter, en fonction des motorisations, ce carburant. Donc je poserai des questions aussi à M. Boussion. Oui, alors après on a comment dirais-je, on a autorisé nos machines à travailler avec des carburants, alors j'ai pas le terme exact, mais pas des carburants de synthèse, mais des carburants dans lesquels des biodiesels. Des biodiesels. Voilà. Donc aujourd'hui, ça y est, nos moteurs sont homologués pour ça, hein, donc ça là-dessus il n'y a pas de souci. Voilà, donc là-dessus on a normé ça avec notre département moteur. D'accord. Le groupe est également motoriste, oui. Donc on peut comprendre pas la réticence, mais la prudence avec laquelle vous venez sur les motorisations électriques. Vous l'avez évoqué, ce ne sera pas la seule solution. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à terme à vos clients ? Alors aujourd'hui, je suis pas dans tous les secrets d'ingénierie du groupe, mais oui, on est en train petit à petit de réfléchir à des solutions qui seront pas forcément des solutions électriques. Mais la solution, ce que je disais tout à l'heure, le passage par de l'électrification va se faire parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui commence d'être accepté. On en parle beaucoup. C'est une solution qui est facile à mettre en œuvre. Techniquement, c'est pas compliqué de faire une machine électrique. Ce qui est compliqué, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par les exploitants, c'est recharger et c'est l'autonomie. Mais sinon, c'est pas compliqué de faire une machine électrique. Mais c'est sûr qu'il faut réfléchir à l'après parce que je suis pas spécialiste du secteur, mais il y a un moment donné, il y a aussi une problématique de continuer à trouver des minéraux pour faire les batteries, il faut les recycler, etc. Il y a aussi tout cet enjeu-là derrière, écologique, et puis de transport de batteries, aussi bien usées que neuves, etc. Et ça va poser à un moment donné, probablement à terme, un souci aussi. Donc il faut d'ores et déjà, je pense, réfléchir à une autre alternative.
Anthony, quelle serait la technologie moteur la plus adaptée à vos besoins? Question compliquée. Moi, ce dont je suis convaincu, c'est qu'il n'y aura pas qu'une solution, que le mix énergétique de nos engins sera pluriel. Ça, c'est le consensus Ouais. partagé par tous, quel Ça, que c'est soit le domaine d'intervention et les spécialités. Les biocarburants, il y en a une quantité limitée. Les carburants issus de matières recyclées, il y en a une quantité limitée. Les biogaz, il y en a une quantité limitée. L'électricité, il n'y en a pas une quantité limitée parce qu'on a quand même un parc nucléaire qui est costaud, mais il y a des contraintes. Donc je pense qu'on aura vraiment un mix énergétique pluriel dans nos engins. Après, il va falloir trouver les plus adaptés à nos usages. Il y a un risque quand même, c'est qu'on se fasse piquer, entre guillemets, les quotas de biocarburants par des secteurs qui en auront le plus besoin, tels l'aviation. Donc c'est un sujet qui pourrait nous arriver un jour et qui pourrait nous poser un problème. C'est vrai qu'on y va tous en partie, et ça peut perturber notre trajectoire carbone. Ouais. Donc il n'y aura pas autant de carburant et d'énergie accessible pour tous. Ouais. Il faudra se positionner et donc forcément complexifier un petit peu toute cette partie. Et je pense qu'il va falloir être prudent et bien diversifier ces énergies pour éviter, si une énergie s'envole, comme on a connu par le passé, comme le gaz, ne pas être complètement pénalisé. Donc je pense qu'il va falloir être prudent en la matière. Encore faut-il que l'offre vous soit proposée. Kubota avait proposé un modèle fonctionnant au gaz. Où en est ce projet? Est-ce que c'est également une voie d'avenir que vous explorez? Alors oui, en étant motoriste, c'était facile de passer un moteur au gaz parce que c'est pas forcément très compliqué. On fait des moteurs diesel et fonctionnant l'essence. Alors c'était plutôt un test en fait. Hein, c'était plutôt un test pour nos exploitants, pour nos clients. C'est compliqué parce que il faut sourcer le gaz, il faut sourcer les bouteilles, c'est une logistique supplémentaire. Ça a été bien dit tout à l'heure, hein, c'est toute une logistique. Ça rentre dans l'organisation complète d'un chantier. C'est un élément supplémentaire. Force est de constater que c'est pas simple et voilà. Bon, ça nous a permis de tester cette solution, de voir ce que ça pouvait donner. Et force est de constater que c'est pas la solution. C'est une solution, mais c'est probablement pas la bonne solution. Ouais. Sur le papier, ça vous aurait séduit? Alors nous, on a fait oui, ça aurait pu nous séduire. On avait fait aussi des tests sur les véhicules, hein, donc type 3 tonnes 5 bennes en gaz. Donc on a fait plein d'essais, on en a même en parc. Oui. La difficulté, on la retrouve, c'est la même que pour l'électricité. Comment s'approvisionner? Comment avoir une station avec du gaz? Est-ce qu'on se branche sur le réseau? Est-ce qu'on inclut une station chez nous? Est-ce qu'on va dans des stations spécifiques pour charger, etc. Et en fait, on se retrouve un peu dans la même problématique que l'électricité, ou par exemple, on peut dire les baissants, puisque les baissants, il faut que ça soit livré sur site. Il n'y a pas d'approche chantier, etc. De bord à bord. Voilà, de bord à bord. Donc effectivement, on se retrouve donc dans ces solutions environnementales propres, on va dire, avec toujours la même problématique, l'approvisionnement. Comment fait-on? Et ça, c'est l'enjeu pour le futur. L'approvisionnement de vos power packs, comment ça se passe? Vous arrivez à vous brancher sur, par exemple, les bornes automobiles ou vous êtes obligé de les rapatrier en agence pour les recharger? Les power packs, ils ont deux... Alors, on peut les charger en agence. Ils se rechargent aussi grâce aux véhicules qui roulent, en forçant l'alternateur pour qu'il recharge tout le temps. Sinon, on a des petites problématiques de batterie standard, mais mes collègues le savent bien. Donc voilà, mais on a cette solution-là, ou pour les bases vie, comme pour Sogera, effectivement, on a des panneaux solaires, donc elles se rechargent aussi par le solaire. Donc il y a plusieurs moyens de recharger une batterie. Un autre enjeu important en milieu urbain, c'est la sécurité. Alors, elle est importante sur tous les chantiers, mais a fortiori quand on travaille au plus près des riverains, dans des endroits par définition occupés. Comment vous appréhendez cette question chez Sogea Environnement? Est-ce que vous avez un cahier des charges dédié à ce focus? Le premier point en urbain, c'est de bien définir la zone de chantier, oui. Bien la clôturer, qu'on n'ait aucune interaction avec les usagers, quels qu'ils soient, parce que le premier risque, il est là, je pense. Et une fois qu'on a bien clôturé ce chantier, il faut utiliser les bons processus, personne dans les rayons d'action des machines, les bruiteurs de marche arrière, les caméras de recul,
la prudence, la formation de nos équipes, c'est principalement par ça que ça passe. Donc beaucoup sur le comportement des intervenants et des riverains qui de temps en temps ont des facilités à redéfinir le contour du chantier parce que ça empiète sur leur cheminement. Dimitri, vous partagez évidemment l'approche. C'est totalement partagé. Nous, sur certains corps de métier, notamment la taille architecturée, on travaille en ville, en circulation, que ce soit pour les véhicules ou la circulation des piétons. Il faut être extrêmement vigilant, mettre des périmètres de sécurité qui sont en effet pas toujours respectés. Et donc là-dessus, il y a de la grande sensibilisation auprès des opérateurs. Il doit avoir vraiment beaucoup d'attaches à la sécurité, au périmètre, avec des fois des anticipations fortes. Donc c'est une réelle difficulté, surtout quand on est sur des chantiers mobiles, notamment. À la différence d'un chantier clos où on a un périmètre défini, où on peut mettre de la sécurité. Le chantier mobile, pour nous, est une vraie difficulté, avec notamment une circulation en Ile-de-France qui est relativement dense et difficile à canaliser. Ouais. Et une acceptabilité de la part des riverains et des automobilistes qui est de plus en plus compliquée. Elle est tout à fait discutable, mais ce qui peut se comprendre aussi, puisque forcément la circulation s'intensifie, les tensions avec, donc il faut réussir à moduler l'ensemble. C'est pas simple, mais bon, on y est tous confrontés, on va dire autour des grandes villes. Il n'y a pas que en Ile-de-France. Donc voilà, grande vigilance et s'adapter. Fabien, est-ce que vous avez un cahier des charges spécifique à ce volet sécurité sur les matériels que vous mettez en œuvre ? Pour la partie sécurité, oui, on a un cahier des charges très spécifique, ne serait-ce que les clapets de sécurité. Donc, pour ce qu'on fait à minima. Et donc, effectivement, on a des caméras de recul, des bruiteurs, le cri du lynx. Donc, le cri du lynx est un peu moins gênant, environnementalement parlant, pour les riverains. Mais après, c'est un choix. Donc voilà, donc on a sur cette partie sécurité un certain nombre de demandes en fonction des machines, puisque ça peut varier en fonction de la typologie de machine. Olivier, y a-t-il des spécifications sur vos machines qui sont propres à la marque dans ce domaine sécurité? Alors après, on suit évidemment la réglementation. Fabien parlait des clapets. Les clapets, c'est très français pour le coup. C'est à partir du moment où on fait du levage, on a cette obligation. C'est pas forcément le cas dans les autres pays européens. Donc ça, c'est important de le rappeler. Oui, alors après, nous, on travaille beaucoup sur l'ergonomie des machines, l'accès au poste de conduite, etc. Donc il y a un gros travail là-dessus quand la machine est designée et créée, l'accès à bord, la façon d'en monter, d'en descendre, ça c'est des points sur lesquels on travaille beaucoup. Comment dirais-je, les points d'appui pour les mains et les jambes, ça c'est un point important. Et puis après, on passe effectivement par toute une batterie d'équipements qui de toute façon aujourd'hui sont complètement usités dans les chantiers, comme ça a été dit, bruiteurs. Alors les bruiteurs, c'est vrai qu'il y a toujours ce phénomène, les chantiers des fois commencent tôt le matin, ou quand la société de location vient décharger la machine très tôt le petit matin. Ça c'est un sujet. Mais voilà, il y a pas de. Le bruiteur est fait pour alerter, donc il faut qu'il fasse un peu, faut qu'il alerte. Non, et puis après, ça passe par effectivement des solutions de vision simplement à l'arrière, et puis maintenant de plus en plus à 360 degrés. Voilà, on essaie vraiment et puis tout un tas de possibilités de couper un mouvement aggravant ou de le ralentir si la machine se met dans une situation dans laquelle elle ne devrait pas être. Voilà, on essaie de toujours être très focus sur ces points-là. Anthony, on est sur des chantiers qui sont par définition pas des chantiers de production, donc c'est quand même difficile d'évaluer et d'estimer une efficacité opérationnelle. Est-ce que malgré tout, d'une marque à l'autre, d'une typologie de matériel à l'autre, vous arrivez à faire un classement, ou en tout cas à dégager des références plus pertinentes que d'autres? Sur le segment des moins de 8 tonnes, c'est plutôt la part de marché qui va donner la pertinence de la machine. On a une bonne part de marché chez Kubota, c'est indéniable. C'est plutôt une machine performante qui a un bon rapport qualité-prix
qui est plébiscité par nos usagers. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur ce segment-là. Ce qu'on constate, c'est que au-delà de l'ergonomie d'usage, on y amène de plus en plus d'outils. Donc pour limiter le travail manuel autour de la machine, et donc quelque part de sécuriser et de rendre plus productif le chantier. Donc vous jouez sur la polyvalence. Est-ce qu'à un moment donné, cette polyvalence n'est pas au détriment de l'efficacité opérationnelle? Toujours, moi je dis toujours, la machine qui fait tout, elle fait tout mal. Oui. Mais en urbain, on n'a pas beaucoup de place. On fait avec. On fait avec. C'est un besoin en urbain d'être polyvalent. D'accord. Ce qui tombe bien parce que forcément, les enjeux de production sont un petit peu au second rang. Dimitri, vous l'avez expliqué, vous êtes plutôt loueur, vous faites recours à la location sur cette typologie de machine. Est-ce que dans les parcs location, vous avez identifié des marques et des typologies de matériel très adaptées à vos besoins? Alors, les partenaires font des choix stratégiques, tout comme on peut le faire sur leurs acquisitions. Maintenant, ils sont obligés d'avoir de la polyvalence de marque aussi par rapport à des périodes qu'on a pu vivre sur des délais de livraison qui pouvaient être longs. Donc, ça a pu impliquer des choix un peu différents, être un petit peu moins rationalisés. Aujourd'hui, il y a quand même pour moi un niveau de technicité et de performance qui est venu quand même se niveler. Je pense qu'avant, on pouvait avoir vraiment des marques fortes par rapport à des performances spécifiques chez certains constructeurs. J'ai tendance à dire que ça s'est un petit peu nivelé de mon point de vue. C'est vrai pour moi dans les TP, c'est vrai sur d'autres métiers, sur la partie des espaces verts où voilà, technologiquement ça a évolué, mais c'est quand même en masse que ça a évolué dans le même sens. Et se dénoter maintenant avec, on va dire, une notion de rentabilité forte, c'est difficile à percevoir. Par contre, la fiabilité technique, oui. Un SAV pertinent, en effet, c'est grâce à ça aujourd'hui pour moi qu'une marque peut se mettre en avant, notamment. C'est sur plutôt son réseau, ses compétences, qu'une technicité spécifique. Le groupe s'est récemment diversifié dans les sols sportifs techniques. Vous accédez certainement à une nouvelle typologie de matériel. Est-ce que certains vous paraissent intéressants pour des chantiers urbains que vous pourriez déployer ou ça reste du très spécifique? Est-ce que vous avez découvert d'abord des nouveaux matériels avec cette nouvelle activité? Alors c'est vrai que le rachat de la société Sparfel là, en fin 2023 nous a fait découvrir des métiers qui sont finalement une continuité de nos métiers du paysage. Il y a de très très grandes spécificités matérielles pour pouvoir produire des sols sportifs. C'est des matériels qui sont difficilement mutualisables. Pour le reste, ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise Sparfel avait fait des choix de rationaliser, notamment avec une marque qui est John Deere. Et ça nous a permis d'étoffer notre gamme de marques en soi, puisque c'est une marque plutôt bien en place en France. Donc de ce point de vue-là, ça a été bénéfique sur la partie matérielle. Maintenant, leur cœur de métier est tellement spécifique, c'est vrai que la mutualisation, elle est difficilement détournable sur nos autres métiers. En attendant de voir les matériels TP de John Deere en France continuer avec les espaces verts. Fabien, est-ce que vous aussi, vous constatez un nivellement des marques? Alors sur le petit matériel, je dirais oui. Sur le gros matériel, effectivement, on va trouver des différenciations en fonction de la typologie de travail que l'on veut faire. Par exemple, comme nous, on a beaucoup de manutention et de levage. Effectivement, on va privilégier les marques qui ont plus de puissance, on va dire hydraulique, pour faire ce type de travaux au lieu de faire de l'excavation. Cependant, sur les petites, il y a quand même quelques différences et on va les retrouver sur tout ce qui est technique mais lié aux accessoires qu'on va monter sur nos machines. Et c'est là où on va avoir quelques différences en fonction des machines proposées. D'accord. Et c'est là-dessus qu'on fait aussi, c'est un critère de choix. En particulier de puissance hydraulique par exemple disponible. Est-ce qu'un spécialiste par rapport à un full liner, un constructeur généraliste, va
vous apporter un avantage dans ce domaine-là? Pas forcément, ça dépend en fait de comment a été conçue la machine. Je dirais c'est plus là-dessus qu'on va retrouver un full-liner pour avoir une machine extrêmement performante, comme un spécialiste, en fonction de comment il a créé sa machine en fait, et quelle typologie il attendait de rendu pour les travaux. Donc c'est quasiment au cas par cas, vous allez évaluer des fiches techniques et sélectionner forcément celle qui vous paraît la plus adaptée à vos besoins. Alors, pas au cas par cas, parce que comme on est quand même sur 300 machines, donc on en achète quand même quelques-unes de temps en temps, donc effectivement, on va dire globalement. Mais voilà. Olivier, ça doit vous interpeller. Vous êtes spécialiste, vous êtes, c'est pas un secret, le numéro 1 mondial, européen et français. Comment vous appréhendez ces réflexions dans la mesure où apparemment les performances ont tendance à se rapprocher les unes des autres? Oui, bah ça, c'est aujourd'hui, alors, ce qui est assez intéressant quand même de dire, c'est que dans le milieu des machines compactes, alors, les machines compactes pour moi dans ma tête c'est 0,6 tonnes, hein, puisqu'après on est plutôt dans un segment midi. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, il y a eu un nivellement qui s'est quand même globalement plutôt fait par le haut plutôt que par le bas, donc ça c'est tant mieux. C'est la sécurité, etc. C'est quand même un point fondamental pour nos clients, et ça il faut évidemment pas galvauder cette partie-là. Non, après nous ce qu'on essaie de faire, c'est on est un constructeur japonais, donc avec une solide expérience sur tout ce qui est hydraulique, sur la capacité hydraulique de nos machines, sur la capacité de creusement, etc. Donc on est fait plutôt partie des constructeurs plutôt bons sur ce segment-là. On a aussi la particularité de fabriquer beaucoup de nos composants. On fabrique nos machines, on fabrique nos moteurs, on fabrique une partie de notre hydraulique. Même s'il y a des choses qui sont sourcées. Donc voilà, on essaie vraiment d'être très pointu sur la qualité des produits, la fiabilité de nos machines, ça c'est un point important. Et puis comme ça a été dit tout à l'heure par Dimitri, le réseau, hein, on a évidemment le réseau est très important, le service derrière qu'on peut apporter à nos clients est très important, fondamental. Et voilà, on essaie vraiment de travailler, de développer tous ces axes-là et de continuer à faire des produits fiables et de qualité, performants et endurants. Voilà, c'est là-dessus qu'on continue de travailler. Sur le point hydraulique en particulier, on sait que ça va conditionner la puissance de cavage, la force de levage. Est-ce que vous avez une approche particulière pour garder un avantage concurrentiel? Alors il faut continuer de travailler là-dessus, parce que effectivement ça a été dit, les machines se sont devenues des porte-outils, et vous le savez bien mieux que moi tous autour de cette table, à partir du moment où on met beaucoup de choses au bout du balancier d'une pelle, la machine a tendance à perdre de sa capacité. Donc c'est toujours la bonne adéquation qu'il faut trouver entre ce qu'on met au bout de la machine et garder une certaine forme de performance. Donc oui, il faut évidemment être là-dessus, toujours être très vigilant et garder ce point-là comme un point, comme le point prépondérant d'une pelle, parce qu'une pelle c'est une centrale hydraulique, hein. C'est un moteur qui entraîne un groupe hydraulique, et avec ça on fait plein de choses. Donc voilà, ça c'est l'élément clé, je pense, pour un patron de matériel aujourd'hui, au-delà des aspects environnementaux, tarifaires, etc. Mais le point important évidemment, ça reste la performance de la machine. La performance est devenue effectivement un porte-outil. Alors, le fait d'avoir le porteur hydraulique, c'est une chose. Est-ce que sur étagère, vous trouvez aujourd'hui suffisamment d'outils et d'accessoires par rapport à ce que vous disiez dans cette phase de mécanisation accrue de vos chantiers? Ouais, juste avant d'y répondre, Oui. je rebondis sur un sujet d'hydraulique. L'hydraulique, c'est l'architecture hydraulique qui va faire la consommation de la machine. Complètement. C'est là où les constructeurs Bien sûr. vont fiabiliser leur process hydraulique, leur schéma hydraulique, leur régulation hydraulique, pour qu'on consomme moins derrière. Et ça c'est un vrai enjeu. D'accord. D'une marque à l'autre, en consommation, vous avez des écarts? Il peut y avoir des très très gros écarts Oui. de consommation du simple au double D'accord. par rapport à différentes marques. Et ça, c'est un vrai constat, ouais, tout à fait. Pour revenir aux accessoires. Pour revenir aux accessoires, oui, on trouve beaucoup d'accessoires aujourd'hui, de plus en plus sur étagère. Il y a deux tendances. Il y a une tendance spécialiste d'accessoires, où des gens sont spécialisés dans les accessoires, dans les attaches rapides orientables rotatives, qui sont plutôt en avance sur les constructeurs, je trouve, pour l'instant. Et les constructeurs qui ont du mal
à faire percer leurs propres outils. Et donc je pense qu'il y a un moment, il va falloir progresser, parce que moi, en tant qu'utilisateur, je préfère avoir des accessoires constructeurs qui seront garantis autant que la machine de base, et qu'il n'y aura pas de sujet d'interface, il n'y aura pas de sujet de garantie. Avoir un produit fini, Ouais, tout à fait. tout équipé, et pas avoir 3 interlocuteurs suivant que c'est un problème d'accessoires hydrauliques ou de... Après, c'est sûr que les spécialistes ont bien travaillé et proposent des choses très bien aujourd'hui. Vous préférez aussi avoir affaire des spécialistes qu'à des généralistes? Alors, aujourd'hui, je dirais qu'il y a effectivement toute une partie avec les tilts, etc., donc, qui sont bien gérés. Je rejoins Anthony sur ce point-là. Par contre, nous, par exemple, par le passé, on avait des 3U pour les extractions de plomb qui se montaient au bout de nos mini-pelles. Donc, effectivement, ça, on l'a eu. Bon, maintenant, il n'y en a plus, donc effectivement, il y en a beaucoup moins en tout cas. Et tout ça, c'est des constructions que nous, on avait fait en interne et développées en interne. Bon, après, ça a été généralisé. Mais toutes ces choses-là, on trouve des très bons spécialistes qui sont à notre écoute sur des outils très particuliers pour nos travaux. Et je dirais que les deux sont intéressants. Et les deux, il faut qu'on les ait à la fois constructeurs, avec le standard, tilt, attache, enfin ce qu'on veut, et tout ce qui est particulier doit être géré par des spécialistes, puisqu'ils vont répondre à un besoin très particulier pour une activité particulière. Tout le monde ne l'aura pas, mais ils pourront répondre en fonction d'un besoin initial à d'autres besoins sur d'autres activités. Mais ça restera des spécialistes sur des outils particuliers. D'accord. Et quand vous ne trouvez pas sur le marché, vous vous interdisez pas de définir en interne l'outil dont vous avez besoin. Tout à fait. D'accord. On parle beaucoup de matériel compact et c'est normal, mais il n'y a pas que les matériels compacts, il y a également des solutions alternatives. Est-ce que chez SAD, les camions aspirateurs, excavateurs ont une place? Ils ont une très grande place à SAD, oui, donc effectivement. Donc on a une flotte assez importante de camions. Le premier est arrivé à la SAD en 92, donc effectivement c'est pas récent. Voilà, c'était une monoturbine, donc oui, ça a une place très importante à la SAD, surtout avec l'ensemble des réseaux présents. Alors, surtout dans Paris, alors c'est encore plus compliqué, ou dans des endroits urbains très très denses. Vous les mettez en œuvre dans quelle configuration de chantier? Souvent dans les chantiers urbains, Oui. avec le passage de beaucoup de réseaux en fait, pour éviter de détériorer les réseaux, et ça a une accessibilité rapide. Et ça permet aussi une sécurité par rapport à nos personnels, ne serait-ce que pas de casser l'électricité, toucher le gaz ou autre. Donc c'est quand même beaucoup plus safe. En termes de rentabilité opérationnelle, comparé à un atelier classique, est-ce que c'est supérieur? Est-ce que ça se rejoint? Comment vous pouvez évaluer la performance? Alors, je dirais que c'est très rentable et des fois pas rentable, mais ça dépend de la typologie. Donc c'est pour ça qu'on a toujours les deux. D'accord. On se retrouve toujours avec une activité classique et un camion Si ça aspirateur. passe, vous terminez le chantier dans ce mode-là, et puis en cas de problème, vous pouvez intervenir de manière plus classique. Je dirais que c'est quand même prévu en avance. C'est plutôt, Oui. on sait quelle activité, sur quelle activité on se rend, et on choisit la typologie de matériel avant d'y aller. Donc ce sont des matériels que vous mettez forcément en milieu urbain. La motorisation du porteur est importante. Vous avez une règle où là aussi vous faites en fonction des disponibilités, de ce que propose le constructeur. Alors, nos motorisations sont majoritairement diesel. Je sais Oui. qu'il y en a quelques-unes qui sont en électrique. Bon, j'ai pas eu l'occasion encore d'en essayer. On a essayé des très grosses pelles, mais électriques, mais pas ce genre de matériel. Donc peut-être que on le fera prochainement. Et après, comme je vous ai dit, on roule au baissant sur nos machines. Donc effectivement, cela fonctionne. Donc 90% de moins d'émissions de CO2 par rapport à ces biodiesels. Chez Sogé Environnement, c'est également un matériel qui a sa place. Oui, en fait, on a même une spécialité de terrassement par aspiration. En fait, il y a une obligation réglementaire dès qu'on approche les réseaux sensibles, que ce soit de l'élec, du gaz, de la fibre. On se doit d'approcher le plus soigneusement possible ces réseaux. Donc cette machine-là a tout son sens. Ça reste une machine très chère, donc il faut l'utiliser à bon escient, au bon endroit, préparer le chantier en amont, et que quand elle arrive, elle soit à 100% à faire son job, quoi. Pas attendre, pas aller décharger très loin, etc., quoi. C'est un vrai enjeu.
Et on s'est rendu compte, en se spécialisant dans ce domaine, qu'il y a d'autres usages que ceux-ci, des choses techniques, des choses inaccessibles. Par exemple, aller aspirer sur toiture des graviers. D'accord, ah oui, donc... Par exemple, aller en industrie, vider des silos, par exemple, plein de choses comme celle-ci. D'accord, donc ça a forcément élargi le potentiel d'activité, de mise en œuvre. Ce sont des matériels pour être intéressants économiquement qui doivent travailler combien de jours par an, combien d'heures par an? Autant qu'un chauffeur, donc 200 jours. D'accord. Tous les jours. Ouais, le but c'est qu'elles sortent tous les jours. Après, moi je dis toujours, on achète nos machines pour qu'elles tournent. Oui. Donc il faut qu'elles tournent autant que nos chauffeurs et que voilà, on optimise leur usage. Si c'est pour tourner que 100 jours, peut-être mieux louer ou externaliser la prestation. D'accord. Votre idée, c'est de faire monter ce parc en puissance chez Sogero? Oui, on est à l'écoute du besoin et on est vigilant sur le sujet pour qu'on ait nos matériels pour nos usages. Dimitri, est-ce que vous avez d'autres techniques alternatives sur vos chantiers? Alors, on a recours aussi au système d'aspiration. Moi, j'avais découvert une déclinaison intéressante. C'était ce système d'aspiration sur une pelle qui permettait d'aller encore dans des, on va dire, contextes un petit peu plus exigus. Bon, ça a les limites de l'exercice quant aux capacités de stockage des produits aspirés. À la différence de mes confrères, nous n'avons pas d'aspiratrice, on fait appel à nos partenaires. On a la chance en Ile-de-France d'avoir quand même un grand nombre de prestataires spécialisés avec un savoir-faire en tant qu'entreprise qui met du temps pour être acquéri. Donc c'est vrai que on a encore ce choix de s'appuyer sur nos partenaires. Ouais. C'est le coût d'achat qui vous freine, c'est la possibilité de le faire travailler tout au long de l'année. Qu'est-ce qui explique que vous préfériez pour l'instant avoir affaire à des prestataires spécialisés? Alors, notre premier frein, c'est les opérateurs. Ces machines, pour qu'elles fonctionnent bien, comme à peu près toute machine, il faut un opérateur qui sache correctement l'utiliser. Et c'est une difficulté parce qu'il est possible, et on en a tous, des très bons opérateurs, mais un seul ne suffit pas. Puisque pour essayer d'optimiser ce type de machine, comme on le disait tout à l'heure, l'opérateur il a ses congés. Il peut être absent aussi, et du coup pour le remplacer, il faut avoir ce même niveau de compétence. Du 1 pour 1, c'est relativement difficile. Donc moi, mon premier frein à ces investissements qui sont en effet très lourds, ils sont encore plus lourds là depuis 3 ans, puisqu'on a subi quand même des hausses de matériel tarifaire assez fortes. C'est notre premier frein, c'est on va dire la compétence de nos opérateurs, réussir à les former et réussir à les fidéliser. C'est une difficulté aussi aujourd'hui. Donc c'est bien que cette contrainte en tout cas de gestion d'opérateurs spécifiques, puisque ils sont et à la fois conducteurs de camions et puis opérateurs. Donc c'est bien que finalement ça soit géré en dehors de l'entreprise, pour nous en tout cas. Olivier, on le voit, la mini-pelle peut être concurrencée par des solutions alternatives, et ce qui est très bien. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous continuez à faire évoluer le concept? Quels sont un petit peu vos leviers d'amélioration du produit? Alors, sur la partie aspiratrice, Kubota a priori ne va pas faire d'aspiratrice avant... En tout cas, c'est pas prévu. Non, l'aspiratrice, ça reste effectivement... ça a bien été expliqué et effectivement, ça a son sens. Dès qu'on approche dans des réseaux sensibles, je comprends que d'y aller avec une machine, c'est déjà un peu plus compliqué. Non, il n'y a pas de projet dans ce sens. Il y a eu des essais de fait, effectivement, avec des aspiratrices montées sur des machines, mais on est très vite saturé par les gravats, effectivement, comme vous l'avez dit, qu'on extrait, et ça, c'est pas possible. Enfin, ça c'est techniquement pas viable, donc on peut pas faire ça. Non, on est plutôt en train de travailler à une évolution de la gamme par le haut, clairement. Donc on aura des choses nouvelles l'année prochaine au catalogue Kubota. Donc voilà, ça avance. Alors c'est des projets qui sont longs, comme je le disais en préambule, ça prend du temps parce que on aime bien, on reste une société japonaise et une structure japonaise avec un développement où on prend le temps de faire les choses pour derrière il y a une notion de fiabilité, de durabilité, ça c'est très important pour nous.
Donc on fait évoluer la gamme de machines avec un certain nombre de choses qui vont voir le jour à partir de BOMA 2025. Voilà. D'accord. Fabien, on le constate tous les jours, nos réseaux sont vulnérables. Il y a une volonté de passer de 50% à 70% de taux d'enfouissement, peut-être passer à une autre échelle de chantier, y compris en ville. Quelles sont, vos marges de progression pour gagner en productivité, en rapidité d'exécution dans ce cadre-là ? Je pense en tout cas qu'il faut que les constructeurs nous aident sur la performance des machines et qu'on ait d'autres techniques type micro-tunneling ou sans trancher, on va dire ça plus globalement. Terme générique. Voilà, ce qui nous permettra moins d'emprise, plus de rapidité, moins d'impact environnemental puisqu'on n'aura pas ouvert de tranchée, etc. Mais ça reste avec une machine, à un moment ou à un autre, au bout de l'engin qui va être à l'amont du creusement. Ouais, la réhabilitation sans tranchée, je pense que ça a un avenir important. On en parle depuis des décennies. Oui, bon, on s'est un peu spécialisé dedans. Hein. On a une dizaine d'unités de micro-tunnelage, une dizaine d'unités de chemisage continu, qui est une technique très intéressante pour aller vite. Et aller vite, être moins intrusif dans les agglos. Si on veut rattraper un peu le retard qu'on a sur les réseaux, il va falloir les réhabiliter pour une partie. Est-ce que ces techniques ont des limites d'emploi dans un contexte urbain ? Les limites d'emploi, oui, il faut bien se préparer, il faut savoir par où on accède, il faut reconnaître en amont les réseaux. C'est sûr qu'il y a une vraie phase de préparation, mais en termes de rendement, en termes de rapidité, c'est une vraie force, je pense. Et pour boucler la boucle, certainement des opérateurs qualifiés. Très qualifiés, parce que c'est une technique très sensible, on peut rater un chemisage facilement. Donc, on peut vite dériver aussi du tir, donc tout à fait. À manipuler avec précaution, en tout cas avec des experts. Avec des experts, oui. Très bien. Nous arrivons bientôt au terme de ces échanges. Nous allons maintenant demander à Mathieu de relayer la question des internautes. Mathieu, quelle question pour quel invité ce matin ? Alors, bonjour Jean-Noël, on a quelques questions en effet sur le chat et la première serait pour Kubota. Est-ce que vos rétrofits sont déjà disponibles ? Oui, on commence, ça y est, on commence à livrer les premiers rétrofits, depuis le printemps. Peut-être je vais rajouter une question, pour quelle clientèle Alors, c'est une bonne question. On a plutôt fait le choix dans un premier temps de les adresser à nos réseaux de concessionnaires. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de tester derrière les bons choix techniques, la fiabilité, etc. Et puis de corriger probablement aussi les erreurs de jeunesse de départ. Donc on a plutôt fait le choix de les adresser à notre réseau qui ont des parcs de location pour la grande majorité. Et ça nous permet de tester la solution. Et à partir de là, une fois qu'on sera bien certain qu'on est bien au point, même si techniquement on est au point, mais il n'y a pas que la technicité, il y a ce qu'il y a autour. Hein, il y a la gestion des pièces de rechange, il y a la gestion d'un certain nombre de choses. Une fois que tout ça sera complètement calé, et c'est en train de l'être, on l'adressera à nos clients. Voilà. Donc les premières machines sont dans les parcs locatifs de vos concessionnaires. Oui. Est-ce que tous vos concessionnaires devront à terme proposer cette solution ? Non, pas devront, parce qu'on n'est pas dans ce schéma-là, mais certains l'ont déjà fait le choix, d'autres pas encore. Ça dépend d'où on est en France, ça dépend de la demande des contractants vis-à-vis des donneurs d'ordre. Donc voilà, la solution, elle est là et elle peut être rapidement déployée à partir du moment où il y a un besoin quelque part. Oui. D'accord. Mathieu, une autre question ? On a pas mal parlé de biocarburant. Est-ce qu'aujourd'hui l'approvisionnement en baissant est facile ? Fabien. Alors l'approvisionnement en baissant, donc il y a plusieurs fabricants, hein, donc le baissant c'est un terme générique. Donc effectivement, il y a plusieurs producteurs. Par contre, l'approvisionnement, il faut bien comprendre que l'approvisionnement, il part de l'usine et il arrive chez vous. Il n'y a pas de bord à bord. Ça, c'est... Voilà. D'accord. Après, il y a les XTL, par contre, qui ne sont pas tout à fait des biocarburants par rapport aux baissants, qu'eux, ils peuvent être disponibles en station. Mais ils ont un petit peu moins de décarbonation que le baissant, mais voilà. Et sur vos géographies, c'est harmonisé ou il y a des régions dans lesquelles la ressource n'est pas disponible
où la logistique n'est pas organisée et Non, puisque l'usine livre en fait en fonction, comme un porteur standard de carburant, il vous livre, il peut faire plusieurs points en même temps de chargement. Et toutes les agences SAD sont équipées de cuves pour recevoir le baissant. Oui. D'accord. Anthony, votre expérience baissant? Ouais, la livraison n'est pas trop un problème. Les fournisseurs se sont bien adaptés. Partout en France. Ont bien mis des cuves à disposition parce que c'est des cuves dédiées pour le baissant. Donc c'est pas très complexe. C'est pas très complexe. Encore faut-il commander les bons camions homologués qui fonctionnent exclusivement au baissant pour que ça soit vertueux. Sur les sujets XTL, on arrive à se faire approvisionner. Ça dépend où en France, pas de partout. C'est un peu plus simple d'usage parce qu'on peut le mélanger au diesel classique. Aujourd'hui, on n'a pas senti encore de choses trop complexes autour de ces carburants de deuxième génération. Peut-être qu'on va trouver la limite prochainement parce que tout le monde y va et on va peut-être trouver le fond de la cuve, quoi. Il n'y en aura peut-être plus assez. Dimitri, vous pouvez y réagir. Oui, alors nous du coup on n'a pas de difficulté avec le baissant parce qu'on n'en a pas en propre, mais pour l'éthanol on n'a pas de difficulté, c'est exactement le même principe, hein. Il faut avoir ces cuves à demeure et la logistique se fait plutôt bien dans la mesure où on appréhende notre besoin correctement auprès du fournisseur. Donc c'est aujourd'hui vraiment aucun frein sur la logistique des carburants alternatifs. D'accord. En interne, vous avez une personne dédiée qui s'occupe de ces différents approvisionnements ou c'est quelque chose qui rentre dans le périmètre de vos activités? Alors du coup, on a des dispatchers de matériel au sein du service matériel et j'ai affecté la tâche d'approvisionnement au dispatcher. Du coup, je trouvais que ça avait du sens. Et ils gèrent le niveau de la cuve et leur approvisionnement. Ouais, tout à fait. Ça fait sens. Mathieu, une autre question pour nos invités. Alors, on change complètement de domaine. Est-ce que les outils numériques de gestion de flotte peuvent contribuer à décarboner les chantiers? La réponse est oui. Oui, c'est sûr. C'est sûr, de la data, on en a tous. Tous les constructeurs en proposent. Hein. Ça y est, c'est parti. Les derniers récalcitrants ou les derniers retardataires se sont mis à la page. Il n'y a pas de souci. Hein. Il était temps. Chez nous, on a un outil de supervision globale qui permet d'agréger un peu toutes les données constructeurs, qui nous permet de mieux piloter et de mieux challenger les marques, les typologies, les temps d'arrêt, toutes ces choses-là. Donc ça nous permet d'optimiser forcément, d'avoir des vraies marges de progrès sur les consommations. J'imagine que vous avez aussi votre tableau de bord. Exactement. Avec toutes ces données. Exactement, on a toutes ces données à la fois techniques et comme nous avons depuis que nous avons rejoint NGE, il y a un objectif important, c'est le suivi des ralentis. Donc nous, on s'intègre dans cette politique-là également, puisque nos ralentis, c'est de la consommation sans production. Complètement. Voilà, et aussi pour l'environnement. D'où l'intérêt d'avoir des systèmes stop and start. Bien sûr. C'est en standard sur les matériaux. Oui, alors pas encore sur tous, mais quasiment. Et puis je rebondis sur ce qui a été dit, la data c'est hyper important parce que là, le taux de ralenti dans les machines compactes c'est encore au-delà de 60% aujourd'hui pour donner un chiffre global. Donc c'est un point important. Oui, donc c'est un vrai sujet accessible facilement et en toute transparence sur les matériels Kubota. Depuis pas extrêmement longtemps, mais oui. On fait partie des retardataires, on va le dire, pour être clair. On reçoit de la donnée. Mais ça y est, on est au point là-dessus. Ouais. Et donc pour vous, c'est un réel enjeu, quand bien même on voit que les niveaux de consommation sont quand même faibles, mais c'est vrai qu'avec des taux de ralenti, comme les a expliqué Olivier, ça devient un vrai sujet. De toute façon, dans les économies d'énergie, il faut être sobre de partout. Oui. Il n'y a pas de petites économies. Donc à tout niveau, chacun a quelque chose à gagner, quoi. Donc voilà, il faut aller taper de partout où on peut taper et voilà, il faut être proactif. C'est pareil chez vous, Dimitri? Ouais, c'est un vrai outil de pilotage sur nos métiers techniques. Je pense que ça nous a vraiment apporté beaucoup parce qu'on peut très rapidement amener des réponses à des problématiques grâce à la data. La difficulté pour le service matériel, c'est de réussir à l'exploiter. C'est très volumineux, ça vient de différents canaux sur des interfaces différentes et quand vous avez des parcs matériels un peu conséquents comme on peut avoir les uns et les autres,
mais je dois avoir le plus petit autour de la table. Malgré tout, c'est une difficulté pour réussir à l'exploiter et l'animer auprès des exploitants. Donc on arrive à les consolider, mais en faire une animation fine et récurrente, c'est pas simple. En termes de ressources, c'est des choses qu'il faut, en tout cas chez nous, mettre en place, parce que ça demande vraiment du temps, et c'est entre guillemets des métiers un petit peu nouveaux qui doivent se déployer. Ouais. Vos 3 paramètres clés pour vous, c'est quoi? La donnée à faire remonter La donnée, c'est, en tout cas quand on parle de véhicules, moi, c'est le kilométrage, les consommations. Du coup, on arrive potentiellement à faire les deux. Ce qui est intéressant pour ce qui roule et ce qui produit, ce sont comment les matériels sont utilisés. Puisqu'aujourd'hui, on arrive à sortir, on va dire, une note d'utilisation. Et grâce à ça, il y a un côté sécuritaire qui peut être vraiment travaillé. Et je pense que c'est une bonne approche. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a déployé. Autour de la sécurité, la télématique nous montre un usage. Et on peut, en travaillant sur cet aspect, si vous travaillez mieux sécuritairement, il y a des impacts directs sur les consommations. Et de par ce fait, on répond un peu à plusieurs sujets en même temps. Donc c'est intéressant et pertinent qui plus est. Très bien. Fabien, vous vouliez rajouter quelque chose? Non. D'accord. Je vous en prie. Je pense que l'étape d'après, je m'adresse aux constructeurs, c'est d'assister les chauffeurs de nos machines dans la conduite vertueuse, dans la conduite économe. Je pense qu'on a quand même pas mal à gagner. Aujourd'hui, les machines sont assez instrumentées pour proposer des solutions d'amélioration directement aux chauffeurs. Personnalisé et objectivé à partir des données. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous. La première table ronde est donc terminée. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième table ronde qui commencera précisément à 11h. À tout à l'heure.